Aujourd'hui, on va parler de Netflix qui est une véritable fusée depuis des années puisque en l'espace de seulement 10 ans, elle a gagné plus de 750% et on va savoir si la remontée qui est là, c'est une bonne revalorisation et qu'on est reparti de plus belle ou si juste on est dans une bulle spéculative. Alors avant toute chose, on va regarder les news. Netflix dépasse les attentes au T4 et gagne 13 millions d'abonnés. San Francisco, Netflix a annoncé mardi soir une forte croissance de ses revenus et des gains d'abonnés records au quatrième trimestre. Le géant américain du streaming a gagné 13 millions de nouveaux abonnés au trimestre écoulé alors que les analystes anticipaient une augmentation de 8,7 millions. L'action Netflix bondissait de 8,5% dans les échanges d'après clôture en réaction à cette publication. Le résultat net du groupe a également fortement augmenté pour s'établir à 938 millions de dollars entre octobre et décembre, soit 2,21 dollars par action contre 55 millions de dollars, soit 12 cents par action un an auparavant. Le chiffre d'affaires a progressé de 12,5% sur la période à 8,83 milliards de dollars. Selon le consensus FactSet, les analystes visaient en moyenne un résultat ajusté de 2,22 et un chiffre d'affaires de 8,72. Donc très bonne chose, on a une belle croissance, on a un nombre d'abonnés, on a un chiffre d'affaires qui progresse, bref, tout a l'air au vert. Si on passe du côté des ratios, on voit que le chiffre d'affaires est en constante hausse, on est passé de moins d'1 milliard à plus de 33, donc c'est vraiment phénoménal, le chiffre d'affaires est excellent. Alors évidemment, puisqu'au début, moins d'1 milliard, alors je ne vais pas dire que c'est facile, puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui n'y arrivent pas, mais 1 milliard, on a de la marge devant, surtout quand on est une plateforme de streaming, forcément ça parle à absolument tout le monde, c'est pas comme si vous vendiez par exemple des combinaisons pour astronautes, peu importe, vous vendez des téléphones, vous vendez des bonbons, vous vendez un service de streaming, forcément vous intéressez énormément de gens, mais il n'empêche que c'est beau, ils ont réussi à se positionner sur un secteur qui était très compliqué puisque avant il y avait eu des tentatives de plateformes de streaming pour éviter tout ce qui était le téléchargement, etc. Et Netflix a réussi la recette là où les gens avaient échoué. Alors est-ce que c'est un coup de chance avec le temps qui fait qu'aujourd'hui les débits permettent d'avoir ce genre, une bonne résolution et à la demande et de pouvoir avoir des films en instantané? Est-ce que c'est aussi un magnifique coup de com, marketing, etc. Ça, il faut lire les rapports financiers pour le savoir et faire des recherches sur les concurrents, mais globalement, Netflix a réussi une prouesse dans tous les cas. Au niveau des revenus nets, les revenus nets, pareil, on est en hausse et on voit bien on avait du mal au début. Alors forcément, ce sont les revenus nets. Donc quand on débute, on réinvestit tout, on réinjecte tout, on dépense plus que ce qu'on gagne, on crame beaucoup d'argent et on a du mal aussi à avoir des revenus nets extrêmement positifs, forcément. Mais globalement, on voit bien que ça stagne un petit peu et puis ça a décollé en 2016-2017. On est parti. Forcément, 2020 a beaucoup aidé puisque tout le monde était chez soi et que le nombre d'abonnés a augmenté drastiquement. Mais on voit bien quand même que la pente était bien engagée avant, 2017, 2018, 2019 et 2020, mais on voit donc que c'était déjà bien engagé. Au niveau des marges, la marge nette, on était entre 6 et 7%, et on voit bien depuis 2017, quand c'est parti, on est passé à 4, 7, 9, 11, 17, 14, 16. C'est très bien, alors comme on est dans du numérique, on pourrait s'attendre à plus. Le souci est que souvent, quand derrière on a une plateforme qui réussit à générer autant de revenus que ça attire des concurrents, par exemple Amazon Prime Video, par exemple Disney et d'autres, et forcément chacun récupère ses droits, chacun augmente le prix des licences, et donc vous n'êtes plus aussi rentable qu'avant, et forcément le but aussi est de fournir des abonnements avec des prix relativement bas, puisque si vous faites des abonnements trop hauts, les gens préfèrent acheter et être propriétaires de leur film à vie, donc il faut que pour que les gens soient prêts à payer, et au moment où ils arrêtent, toute la bibliothèque ne leur appartient plus jamais, il faut que ce soit relativement bas, il faut qu'ils aient la sensation d'y gagner quelque chose. Par exemple, quand vous prenez un abonnement à 16 ou 18 euros sur Netflix, forcément, comme vous pouvez voir des centaines de films, on va dire même un par soir, vous pouvez regarder 30 films par mois pour 16, 17, 18 euros. Vous êtes donc rentable, vous vous estimez rentable. Si c'était par exemple à 45 euros, vous diriez bah non, puisque je préfère regarder 2 fois moins de films, mais au moins ils sont à moi, je les possède, je les ai achetés d'occasion ou en version numérique, peu importe, mais il faut avoir des prix relativement bas et payer des licences toujours plus chères. Donc forcément, on a des marges qui ne sont pas excellentes, même si on est dans le secteur de la tech. Mais globalement, avoir du 17% et surtout récurrent, c'est une très bonne chose.
Au niveau du nombre d'actions en circulation, alors rien de surprenant, comme Netflix est une société relativement jeune, on a eu une émission d'actions phénoménale, bon on a eu un peu de rachat et on continue de diluer. Alors l'idéal là ce serait que comme on commence à faire du rachat d'actions, qu'on reste sur cette pente et qu'on redescende progressivement. Maintenant ce n'est pas dit, l'idéal serait aussi sinon dans un deuxième temps qu'on stagne, mais j'aimerais ne plus voir de dilution, mais je comprends parfaitement au début, forcément il faut avoir beaucoup d'argent, il faut lever des fonds pour avoir pas mal d'argent et pouvoir faire grossir. Aujourd'hui, comme Netflix c'est quand même relativement imposé, qu'elle arrive à gagner pas mal d'argent, ce serait bien qu'elle ne dilue plus l'actionnariat, même si ce n'est pas dans ses priorités immédiates de racheter des actions, au moins que ce nombre-là stagne, voire diminue, ce serait une bonne chose. Si on passe au screener 2, on a un roadshow qui est vraiment pas mal du tout. Alors on a eu des pics à 65, peu importe, mais on est quand même globalement depuis 2016-2017 entre 17 et 38%. Enlevons ce pic au cas où ce serait un coup de chance, mais globalement on tourne aux alentours des 30. Un petit 30, mais 30 quand même, puisque on va dire 25-30, c'est excellent, c'est très bon. Seules des très bonnes sociétés parviennent à être au-dessus de 15-20, donc là à avoisiner les 30 et sur plusieurs années consécutives, c'est vraiment très bien. Ça prouve que Netflix arrive à bien réinvestir son argent. Au niveau des free cash flow, puisque c'est ce qui compte à la finalité, on a pas mal stagné pendant des années, on le savait, et depuis 2017, sur les autres graphiques, c'est là que ça partait. Là, on continue à cramer du cash, à voir pourquoi, mais peut-être du réinvestissement en masse, acquisition de licences, peu importe. Il faut aller voir pourquoi, mais on sait que ça a réussi par la suite, puisqu'on a eu un énorme pic et qu'on est parti, et aujourd'hui, on arrive à gagner presque 7 milliards de free cash flow. La question est de savoir ici, est-ce que c'était une mauvaise gestion? Est-ce que du coup, ça peut se reproduire là, dans quelques années? Ou est-ce que c'était une bonne stratégie, puisque c'était par exemple de l'investissement, un achat? Peu importe, bref, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise stratégie pour savoir si ici on peut craindre ou dormir sur ses deux oreilles. Au niveau du price to free cash flow, on a un price to free cash flow qui est relativement élevé. 35, c'est vraiment beaucoup. Aujourd'hui, il y a des sociétés comme Microsoft qui sont à 35 et on est d'accord que nous ne sommes pas dans le même monde, même si Netflix est une jolie valeur. On est d'accord que ce n'est absolument pas l'empire de Microsoft. Donc, pour moi, 35, c'est un peu haut. On n'est pas sur le même empire. Par contre, peut-être que ce ratio prend en compte la future croissance. Si ce n'est pas le cas, alors 35 est un peu haut puisque ce n'est pas du tout la même qualité qu'une société par exemple comme Microsoft ou des équivalents. Et si ça inclut la croissance, alors oui, pourquoi pas, parce qu'il faut voir du coup et mettre en perspective la croissance. Si c'est une croissance de 5, 6, 7%, ce n'est pas génial. Si ça commence à être une croissance de 15%, ça commence à être vraiment sérieux. Et au-delà, alors là, oui, effectivement, on peut comprendre sans problème une valorisation à 35 fois les free cash flow. Si on passe au screener 3, on regarde le PER. Le PER, pourquoi? Parce que c'est ce que le marché regarde. Et on est sur un point bas parce qu'on a été beaucoup plus haut avant. Je considère que 88-90, ce sont des PER qui sont complètement aberrants. Et on est redescendu aux alentours de 16 dans le creux qu'on avait eu en 2022, là où beaucoup de valeurs technologiques se sont fait massacrer. Et on est revenu sur du 36-46. Donc on voit bien qu'on oscille autour d'un PER de 40. Encore une fois, 40, c'est beaucoup, sauf s'il y a une forte croissance en face. Et tout l'intérêt est de savoir quelle croissance pour quel PER vaut le coup. Si on passe maintenant à la dette nette, on était relativement stable et on oscillait entre négatif et positif. Et puis, depuis 2017, on s'est endetté. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu de la croissance, puisque endettement plus avec un petit peu de dilution, etc., ça peut apporter beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, il semblerait qu'on se soit endetté jusqu'à 11 milliards et qu'on stagne relativement. On est toujours aux alentours des 10-11 milliards. On voit qu'on descend depuis une année ou deux. Donc, à voir si c'est prévu dans la stratégie et si la dette va continuer de descendre ou si c'est juste parce que à ce moment-là la société ne savait pas quoi faire et qu'elle a racheté un petit peu de dette en plus. À voir dans les rapports financiers, écouter les conférences call, mais globalement 9 milliards de dettes, ce n'est pas quelque chose qui est embêtant, surtout quand on voit qu'on arrive à générer 6 milliards de free cash flow, ce n'est pas un problème. Au niveau des capitaux propres, sans surprise, on stagnait pendant des années et forcément depuis 2007 on décolle également. C'est une bonne chose, on a stagné ici cette année, mais ça ne veut absolument rien dire, on peut stagner une année ou deux. Mais on voit bien quand même que l'ascension est amorcée, à voir si on va pouvoir continuer. Et au niveau de la capitalisation boursière, sans surprise, on est en hausse. On a eu forcément, après 2020, on a eu la hausse de toutes les valeurs tech. 2021, tout le monde a pris peur et un petit peu 2022. Et depuis, on remonte. Maintenant, à voir, ça fait des grandes zones erratiques, mais normalement, ça devrait être sur une pente ascendante. À voir s'il y a des bonnes ou des mauvaises nouvelles pour la suite. Mais pour l'instant, Netflix a l'air d'être bien engagé sur une belle pente haussière. Si on regarde maintenant au niveau des prévisions, les prévisions vont nous dire si le PER est justifié, ou en tout cas nous donner une indication.
Si on se met en annuel, on est en 2023, on voit qu'il y a eu 12,17 estimations et 12,03 reportées. On voit que les autres années, on est pas mal du tout, on est relativement à côté. Et on voit qu'en 2024, on est à 17, donc on passe quand même de 12 à 17, 21, 24,90 et 28,70. Alors évidemment, on peut toujours remettre en question les estimations. Il n'empêche que c'est suivi par pas mal d'analystes et même si celle-ci peut être biaisée un peu en haut ou en bas, on voit quand même qu'on est sur une croissance relativement forte. Donc les analystes sont confiants sur une forte croissance à l'avenir. Donc oui, effectivement, si ces estimations sont fiables et avec une aussi grande croissance que ce qu'on voit là, effectivement, on peut comprendre un PER assez élevé. Quand on image, on se met ici à 12. Quand on va arriver ici, on sera à 24,90. Mettons 2 fois plus. Si vous avez un PER de 40 ici, ça veut dire qu'en 2026, vous aurez l'équivalent d'un PER de 20. Alors évidemment, en 2026, il se peut que le PER soit toujours à 40 ou à 30, mais globalement, si vous avez acheté une action ici et qu'elle vous rapporte 12, si elle vous rapporte le double en 2026, ça fera comme si vous aviez un PER 2 fois moins élevé. Donc, si vous avez une forte croissance et que vous avez un PER de 20 en 2026, imaginez en 2028, en 2030, 2032, 2036, etc. Et évidemment, c'est toujours de la spéculation, évidemment, c'est toujours sur des théories, mais globalement, celui qui est confiant dans Netflix et qui estime que ça y est, il y a eu un marché qui s'est fait disrupter tout simplement puisque on n'avait pas vu avant de streaming qui fonctionnait. Ils ont du coup raflé beaucoup d'argent au début puisque ça a été les premiers à réussir à émerger dans ce monde-là. Ils ont pris énormément d'avance sur les concurrents. On le voit d'ailleurs aujourd'hui au niveau des algorithmes et de la plateforme, ça n'a rien à voir. Pour ceux qui ont utilisé plusieurs services différents, même si aujourd'hui l'écart se réduit puisque les concurrents apprennent, les concurrents développent des moyens et surtout que certaines des sociétés ont beaucoup de moyens pour développer les plateformes et les algorithmes, il n'empêche que pour l'instant Netflix garde l'avance et s'ils continuent d'innover et d'amener des abonnements, forcément ils vont conserver cette avance et réussir à continuer à faire grossir la boule de neige. Si on passe sur le nouvel indicateur de valorisation avec les différentes valorisations ici, on voit bien qu'on est au-dessus de la plus haute des valorisations, donc dans le meilleur des cas. Oui, mais ces valorisations n'anticipent pas une énorme croissance et surtout sur plusieurs années. Donc, quand on voit ça, on se dit c'est surévalué. Oui, mais quand on regarde les bénéfices futurs et les bénéfices futurs estimés, on se dit que ça peut valoir le coup. Donc, on fera une valorisation DCF en projetant la croissance qu'on a déjà eue. On ira voir sur Guru Focus, on ira faire une droite de régression. Bref, tout ce qui va bien pour voir si déjà les indicateurs sont au vert, si les chiffres sentent bon. Et si c'est le cas, j'irai lire les rapports financiers pour voir si la stratégie est bonne, si le management sait où il va, si le nombre d'abonnements va continuer d'augmenter, puisque c'est ça le nerf de la guerre, puisque les abonnements sont des revenus récurrents. Quand vous avez 1 million d'abonnés à 15 € par mois, mais ce sont des revenus récurrents. Donc chaque mois, vous savez que vous touchez 15 millions d'euros et le mois d'après également. Et donc plus vous faites grandir vos nombres d'abonnés, évidemment il y a des abonnés qui sortent, mais le but est de faire rentrer plus d'abonnés qu'il n'en sort. Et si vous avez à la finalité chaque mois plus d'abonnés que le mois précédent, vous êtes entre guillemets assuré de croître puisque forcément des revenus réguliers qui vous payent d'avance pour pouvoir regarder le contenu, c'est une aubaine, c'est une manne financière qui est énormissime. Évidemment, après, il faut toujours contenter ce public, avoir des nouvelles séries, des nouveaux films, avoir les incontournables, proposer des réductions, proposer des films spéciaux, par exemple pour la Saint-Valentin, pour Noël, etc. Évidemment, il faut contenter cette audience et du coup, il faut faire du travail, il faut dépenser de l'argent, mais globalement, vous avez quand même en amont une manne financière énorme qui vous permet de grossir. Et surtout de manière stable et récurrente, puisque même si on peut se dire que le nombre d'abonnés peut diminuer au fur et à mesure que Netflix se fait dépasser par d'autres concurrents, ou qu'ils deviennent de moins en moins bons et que le nombre d'abonnés finira par réduire un jour, oui, mais en attendant, on est quand même plutôt assuré que le mois prochain, le nombre d'abonnés ne soit pas divisé par 2, sauf évidemment scandale, mais globalement, si rien ne se passe de dramatique, on ne voit pas pourquoi il y aurait 2 fois moins d'abonnés. Donc c'est presque une assurance. Si vous avez 15 millions d'euros qui rentrent ce mois-ci, vous êtes assuré de gagner au moins 13 millions d'euros le mois prochain et celui d'après. Donc vous pouvez vous engager sur plusieurs mois, vous pouvez faire des emprunts, vous pouvez avoir des politiques de rachat d'actions, vous pouvez voir loin et vous pouvez aussi gagner beaucoup d'argent, mettre beaucoup d'argent dans la trésorerie pour pouvoir justement racheter des concurrents, faire des nouveaux projets. Bref, avoir une manne financière récurrente et stable, c'est quelque chose aujourd'hui qui vaut de l'or. Toute la question est de savoir si Netflix pourra garder l'avantage et continuer de faire grossir et jusqu'où le nombre d'abonnés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!